Oreillette. Elle a la robe comme... La vedette, elle tous ces cons qui nous sont un peu parlé de cette idée, ça fait en même temps. Attends, rapproche Agathe. Voilà, merci. Pour commencer, je vais passer la parole au président du Salon international de l'agriculture qui a quand même un mot pour vous, Jean-Luc Poulain. Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très très plaisir d'être là, non pas devant vous, mais d'être là pour inaugurer le SIAPRO que le Sénéca a appelé de tous ses voeux et qui se concrétise. Alors certes, on démarre de petite taille, mais c'est plus facile d'être en phase de croissance. Donc non seulement nous appelions de tous nos voeux à ce que ce SIAPRO se tienne, mais on l'appelle aussi à ce qu'il se développe dans les années à venir. Je pense qu'il y a la place pour le faire. Quand on voit ce qui a été fait avec la ferme digitale et le succès que ça a, quand on voit tous les changements qui se passent autour de nous, il est clair que l'agriculture a besoin de ce genre d'événement qui doit être national, mais dans SIA, vous avez remarqué qu'il y avait le I qui veut dire international. Alors là aussi, on démarre petit, mais j'appelle aussi à ce que ce SIAPRO se développe et devienne international dans ses forums, ses congrès, ses centres de recherche. Merci à tous d'être venus. J'en dirai pas plus. Je vous redonne la parole, maître de cérémonie, c'est ça? Oh oui, mais c'est très bien. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci. Bonjour et merci de cette invitation à intervenir au SIAPRO. Et on parle d'un monde en mouvement. Merci de donner la parole au monde scientifique qui fait avancer les connaissances, des connaissances utiles pour éclairer les transformations et notamment au regard des enjeux du changement climatique. Cette figure, c'est une des figures du rapport de synthèse du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, publié il y a à peu près 1 an. Et il montre le réchauffement à ce jour, une année, une barre de couleurs. Il montre les évolutions futures possibles et bonne nouvelle. Grâce à l'action pour le climat qui monte en puissance, les scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre sont aujourd'hui moins plausibles. Sur la base des politiques publiques, du rythme d'action qui est actuellement en place, des implications de la COP28, on pourrait avoir une stabilisation, une légère diminution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. À horizon d'une décennie, on serait plutôt sur la trajectoire intermédiaire du milieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un niveau de réchauffement planétaire et toutes ses conséquences qui continue à s'intensifier. Un niveau de réchauffement planétaire d'1,5 degré dépassé la prochaine décennie, 2 degrés autour de 2050 et près de 3 degrés en fin de siècle. C'est des transformations subies, et notamment pour les activités agricoles, le système alimentaire qui est en première ligne par rapport à de multiples conséquences de ce climat qui se réchauffe. Mais on peut aussi choisir de construire des transformations en s'appuyant sur ces connaissances, de sorte à anticiper
Et on peut aussi réduire massivement les rejets de gaz à effet de serre, stocker davantage de carbone dans les sols, et pour cela, la gestion des terres, les activités agricoles jouent un rôle fondamental. Et c'est un enjeu d'une génération à l'autre, d'une génération d'exploitants à l'autre également. Donc l'action pour le climat dans le monde monte en puissance, mais lentement. Et les émissions de gaz à effet de serre dans le monde continuent à augmenter. Qu'est-ce qui pèse le plus? Vous le voyez très bien, c'est le secteur des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et la production alimentaire, à toutes ces étapes, elle est aussi très dépendante des énergies fossiles, vulnérable par rapport à la volatilité de leurs coûts. Bonne nouvelle, sur les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, on a un ralentissement de la hausse, mais qui se poursuit. On n'a pas encore atteint un pic et une baisse franche. Et le dioxyde de carbone, il a un effet cumulatif. Si on veut réussir à limiter le réchauffement, condition clé, arriver à réduire massivement les rejets de CO2 et atteindre des émissions de CO2 à zéro net. Et pour cela, le secteur utilisation des terres agriculture joue un rôle clé. Le système alimentaire représente environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout gaz à effet de serre confondu. Plus de la moitié des émissions de méthane, plus de 80% des émissions d'oxyde nitreux. Limiter le réchauffement, c'est aussi limiter les émissions des autres gaz. Sans un engagement fort de l'ensemble du système alimentaire, ce ne sera pas possible. Et puis les terres, par leur réaction naturelle à un climat plus chaud, à plus de CO2 dans l'atmosphère, stockent quasiment 31% de nos émissions de CO2. Mais dans un climat plus chaud et plus sec, ce puits de carbone naturel sera affaibli, perdra en efficacité. Limiter le réchauffement, c'est aussi pouvoir s'appuyer le plus possible sur la photosynthèse, la capacité de la végétation et des sols à stocker du carbone. Moi, je suis paléoclimatologue. Mon métier, c'est caractériser et comprendre les variations passées du climat. Et pour ça, j'utilise notamment les informations que l'on tire des carottages en Antarctique sur plus de 800 000 ans. Vous avez là l'histoire géologique de la Terre, sa concentration en gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, la température à sa surface, qui est un indicateur clé de l'état du climat, sur 65 millions d'années, le dernier million d'années, les derniers 2000 ans. Et quand on est paléoclimatologue, la première chose que l'on voit, c'est la rupture due aux activités humaines depuis la révolution industrielle. Le niveau actuel de CO2 dans l'atmosphère est inédit depuis 3 à 14 millions d'années. Le réchauffement actuel, qui atteint 1,2 degré, on va le voir, c'est une rupture en ampleur et en vitesse sur plus de 2000 ans. Même chose pour le recul généralisé des glaciers, le recul de la banquise arctique ou la montée du niveau de la mer. Rupture. Donc, en rajoutant des gaz à effet de serre, on piège de la chaleur. Cette chaleur s'accumule, et puis, depuis quelques décennies, pour améliorer la santé publique et la qualité de l'air, on réduit les émissions de particules polluantes. Et celles-ci, elles ont un effet parasol. Elles renvoient une partie du rayonnement solaire vers l'espace. Sur les derniers 20 ans, toujours plus de gaz à effet de serre, toujours plus de chaleur accumulée, moins de particules de pollution en Chine, en Europe, en Amérique du Nord, moins d'effets parasols s'ajoutent dans le même sens. Et on parlait d'un monde en mouvement. Comme climatologue, la première chose que l'on voit, c'est un rythme de réchauffement qui s'intensifie et qui est plus prononcé au niveau planétaire sur les derniers 10 ans que les décennies précédentes. C'est aussi un réchauffement qui ne s'explique que par l'influence humaine sur le climat, même s'il est modulé, vous le savez très bien, d'une année à l'autre, par les facteurs naturels qui agissent également sur le climat, mais qui ne sont que des modulateurs. Et enfin, c'est un réchauffement qui est plus prononcé au-dessus des continents. Pour 1,2 degré de plus au niveau planétaire, c'est déjà 1,9 degré de plus en France. Et c'est notamment amplifié parce que lorsqu'on a des sols plus secs, ils ne peuvent plus évaporer et transpirer, et il y a surchauffe au-dessus des continents. Et on observe des changements partout dans l'atmosphère, l'océan, tout ce qui est enneigé et englacé qui recule, c'est spectaculaire dans les Alpes. Sur ces dernières années, les glaciers des Alpes ont perdu en 2 ans 10% du volume qui leur reste. Et c'est spectaculaire au-dessus des terres émergées, et cela affecte le vivant. Je suis paléoclimatologue, j'aime les données historiques.
les indicateurs de l'histoire du climat. Un des meilleurs indicateurs que l'on a, c'est par exemple les dates des vendanges en Bourgogne, qui ont fait leur entrée dans les derniers rapports du GIEC, comme l'un des témoins des changements de la phénologie du vivant. Des hivers plus doux, c'est aussi un démarrage plus précoce de la végétation, une exposition au gel tardif, on le voit cette année, des dommages considérables en 2021 en France. C'est un déplacement des zones agroclimatiques, et on commence seulement à voir les conséquences qui vont se dérouler à long terme, à l'échelle de siècles et de milliers d'années, de la montée du niveau de la mer, qui est une conséquence de l'océan qui se réchauffe et des glaciers qui fondent. Le réchauffement qui est dû aux activités humaines, il affecte le climat moyen dans chaque région, mais il dope aussi un certain nombre d'événements météorologiques et climatiques extrêmes. Conséquences directes, en mer comme à terre, une intensification des extrêmes chauds dans toutes les régions qui apparaissent comme des hexagones, y compris en Europe de l'Ouest et autour de la Méditerranée, mais aussi dans les petites îles. Deuxième conséquence, une atmosphère plus chaude qui augmente l'évaporation, la transpiration des sols et qui transforme une banale période de manque de pluie en sécheresse agricole plus grave, ce qui touche à l'humidité des sols, notamment en Europe de l'Ouest et autour de la Méditerranée. Et puis enfin, un climat plus chaud, c'est une atmosphère qui peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Et donc la même tempête qu'il y a une cinquantaine d'années aujourd'hui, elle peut se bourrer davantage de vapeur d'eau et donner lieu à des records de pluie plus importants, et c'est ce que l'on observe. Et en France, l'ensemble de ces facteurs, sur les dernières années, ont conduit à des impacts qui s'intensifient comme dans toutes les régions du monde. Par exemple, le stress thermique pour les cultures ou les animaux d'élevage, leur surmortalité, la santé humaine également, les performances de production. Pour les sécheresses, ça va toucher aussi au rendement de la production de fourrage, au surcoût pour l'alimentation du bétail, les ressources en eau renouvelable, l'interruption de l'irrigation en 2022 qui a concerné de nombreux départements. Et puis les pluies extrêmes entraînent des dommages considérables pour les sols, mais aussi les pertes de récoltes, de matériel, les pertes économiques. Dans le monde, on observe une généralisation d'impacts et de pertes et de dommages, notamment sur la sécurité d'approvisionnement en eau. Cela sape les progrès agronomiques et freine en fait l'amélioration des rendements pour les cultures ou pour l'élevage. Ça affecte la santé, le bien-être, notamment par les pluies extrêmes et les inondations, les villes et les infrastructures, y compris par une proportion plus élevée des cyclones tropicaux les plus intenses. Et puis cela affecte le vivant de multiples manières. La moitié des espèces étudiées sur Terre et en mer se déplacent. On observe des mortalités de masse dans l'océan comme au-dessus des continents. C'est le cas pour, par exemple, les forêts en France. Le changement climatique freine l'accroissement des forêts et on a perdu la moitié du potentiel de puits de carbone. Aujourd'hui, l'accroissement des forêts en France ne capte plus que 4% des émissions de CO2, c'était 7% il y a une dizaine d'années. Et c'est pour illustrer qu'on perd aussi les services majeurs que nous rendent des écosystèmes lorsqu'ils se dégradent. J'ai ajouté des insectes, notamment parce que des hivers plus doux permettent l'installation de nouveaux vecteurs de maladies, notamment le moucheron dans le sud de la France, qui propage la fièvre épizootique hémorragique. Et cela illustre les effets complexes où ce type de conséquences d'un climat qui se réchauffe et d'autres facteurs peut saper complètement la trésorerie d'éleveurs en augmentant les coûts vétérinaires. Donc à retenir, ce que l'on observe, c'est l'effet de facteurs climatiques générateurs d'impact. On en a identifié 33. Le GIEC a un atlas interactif qui permet de naviguer en fonction de l'horizon temporel, des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, de la région du monde, dans les caractéristiques de ces facteurs générateurs d'impact qui s'intensifient à mesure de chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Donc, ces risques à venir dépendent du niveau de réchauffement planétaire à venir. C'est la même figure que je vous montrais tout à l'heure avec le code barre qui allait du bleu au rouge, mais simplement c'est l'évolution projetée, moyenne, la meilleure estimation du niveau de réchauffement planétaire en fonction de différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. En Europe, on projette, sur les prochaines décennies, pour un scénario intermédiaire, un déplacement des zones agroclimatiques d'environ 100 km par décennie. C'est considérable.
Pour les événements extrêmes, on s'attend, par exemple les extrêmes chauds, les pluies intenses ou les sécheresses agricoles, à une augmentation de leur fréquence, de leur intensité, des combinaisons nouvelles d'événements ou des événements inédits dans de nouvelles régions. Un de mes collègues, par exemple, a travaillé sur la vague de chaleur de 2003. Vous savez qu'il y a eu des dommages considérables pour les rendements de culture. Un tel événement, un blocage atmosphérique, puis une arrivée d'air depuis les régions méditerranéennes pendant 15 jours au mois d'août, dans le climat d'aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans après, pourrait atteindre 4 degrés de plus. On a besoin de ces connaissances. On a besoin d'identifier dans votre secteur quelles sont les caractéristiques du climat qui sont source d'impact, de les explorer en fonction du niveau de réchauffement à venir pour anticiper en termes de gestion de risque, en termes d'adaptation. Et si l'on regarde pour la France, c'est la même chose, une année, une barre, 3 scénarios contrastés d'évolution future dans le monde, au milieu, un réchauffement dans le monde intermédiaire, c'est 4 degrés en France en fin de siècle. Ça veut dire que l'année 2022, qui était en France l'année la plus chaude enregistrée, ce type de record va se représenter de plus en plus fréquemment à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Et autour de 2050-2060, une année comme 2022, ce serait la plage d'une année moyenne. L'enjeu, c'est se préparer à ce que seront les records et les nouveaux événements inédits des prochaines décennies. C'est pour ça qu'on parle d'adaptation non pas réactive, quand on est touché par un événement extrême, pour reconstruire, mais d'anticiper et de faire évoluer l'ensemble des pratiques, de sorte à se préparer à ces conditions nouvelles à venir. En Europe, on a identifié 4 risques clés liés au niveau de réchauffement planétaire. Les extrêmes chauds, leur effet pour la santé, les écosystèmes, les rendements agricoles, les sécheresses et leurs conséquences multiples, y compris pour les rendements agricoles. Et puis, un ensemble de risques d'inondation par pluie extrême et ruissellement, débordement de cours d'eau, on a vu cette année des impacts considérables dans le nord de la France, et puis la montée du niveau de la mer, qui graduellement va aussi affecter l'ensemble des littoraux. Dans le monde, les risques de menaces pour la sécurité alimentaire augmentent également avec le niveau de réchauffement planétaire, mais aussi les choix socio-économiques. L'augmentation des inégalités exacerbe l'insécurité alimentaire, les freins au commerce mondial aussi, de même que la capacité d'adaptation, notamment des agriculteurs, peut au contraire l'exacerber ou la diminuer. Et donc ce qui est identifié en termes d'enjeux d'adaptation, ce sont les services climatiques, coproduire les informations qui vous seront utiles pour agir, les systèmes d'alerte précoce, la gestion d'incendies, des événements composites, les conditions propices aux incendies qui augmentent fortement, la mutualisation de risques pour permettre de repartir lorsqu'on est affecté, mais aussi un ensemble d'options d'adaptation qui ont chacune un potentiel et des limites. L'irrigation de résilience, le couvert végétal, les changements de pratiques d'espèces élevées, cultivées, la diversification des activités et toutes les pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie qui permettent de s'appuyer sur les services écosystémiques et de renforcer la résilience des productions. Et ce que souligne l'évaluation scientifique, c'est de ne pas penser à court terme et de tenir compte des risques de maladaptation. Certaines actions que l'on met en place aujourd'hui peuvent entraîner des rebonds de vulnérabilité quand les limites des dispositifs sont atteints. Plus par exemple on a une agriculture dépendante de l'irrigation, plus en cas de sécheresse importante hiver puis été, le risque d'impact est considérable. Cela aussi peut entraîner des effets indésirables ailleurs. Et puis, une maladaptation, c'est aussi lorsqu'une action pour limiter les risques pour un secteur donné à un moment donné peut entraîner une détérioration environnementale, par exemple pour la qualité des sols, ou bien entraîner des émissions de gaz à effet de serre. On voit bien qu'en fait, chacune des options aura des limites. La quantité d'eau disponible, mais aussi la quantité de biomasse disponible dans un climat qui se réchauffe. Donc même si l'adaptation elle est indispensable, on a besoin de la rendre plus transformatrice parce qu'elle n'avance pas assez vite, en Europe comme ailleurs. Limiter le niveau de réchauffement sera essentiel pour limiter les risques et pouvoir s'appuyer sur un maximum d'options d'adaptation. Si l'on voulait contenir le niveau de réchauffement planétaire largement sous 2 degrés, l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, à l'angle de risques graves pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la sécurité des lieux de vie, alors en fait il faudrait fortement réduire
le plus vite possible les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et le secteur agriculture, forêt, usage des terres, dans le monde, joue un rôle clé. S'il n'y a pas des transformations de ce secteur, il sera impossible d'atteindre des émissions de CO2 à zéro net et de parvenir à limiter le niveau de réchauffement planétaire. À horizon 2050, c'est environ 20 à 30% du potentiel de réduction d'émissions et d'augmentation du stockage de carbone. Mais l'évaluation montre aussi les obstacles. Et parmi les obstacles figure le manque de soutien institutionnel et financier. C'est ce secteur qui est le moins financé dans le monde pour porter ces transformations, avec des besoins estimés de l'ordre de 400 milliards de dollars par an d'ici à 2050. D'un point de vue purement scientifique, on a aussi besoin de faire avancer les connaissances, notamment sur les impacts d'un climat qui va continuer à changer, sur le potentiel d'émissions évitées, de stockage de carbone dans le secteur des terres, et puis l'amélioration de tous les outils de suivi dans la durée pour la transparence, la crédibilité des options qui sont déployées sur le terrain. Donc je vais juste terminer sur cette intervention, où la dernière diapositive a sauté, en montrant que dans le secteur alimentaire, finalement c'est un des enjeux où on peut intégrer d'une part une adaptation plus transformatrice, d'autre part un ensemble de leviers d'action pour améliorer le stockage de carbone dans les sols, réduire les émissions. Le potentiel est là pour pouvoir engager des transformations à court terme, et il y a un ensemble de co-bénéfices, notamment pour stabiliser la production, pour stabiliser les revenus, en déployant intelligemment ces approches, y compris pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques qui forment le socle sur lequel s'appuie la production alimentaire. Merci de votre attention. Le mouvement. Regardez plutôt cette image-là. Est-ce que vous reconnaissez l'agriculture française? Alors non, vous allez me dire, c'est pas vraiment chez nous. Et là, vous voyez encore beaucoup de battage au cœur du village? Non plus. En réalité, que nous racontent ces images? Le mouvement, l'évolution, le fait que tout change en permanence. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes des organismes à évolution culturelle. Nos pratiques, nos exigences, nos façons de faire, nos façons d'agir ou de nous nourrir changent. Mais encore, il y a aussi ici de l'évolution biologique. Pourquoi? Parce que nous ne cultivons plus les mêmes plantes, nous n'élevons plus les mêmes animaux, nous ne pouvons pas, de toute façon, leurs parasites ont évolué, ou d'ailleurs les conditions ont pu changer, qui font que nous avons, en fait, vu changer biologiquement, évoluer biologiquement le matériel vivant que nous utilisons. Mais ça va plus loin. Nous sommes au cœur d'une évolution culturelle et d'une évolution biologique qui discutent entre elles. De sorte que nous sommes aussi dans une évolution qui est une évolution bioculturelle. Regardez, dans toutes les sociétés qui ont adopté des céréales et qui donc mangent beaucoup d'amidon, la capacité à digérer l'amidon a été sélectionnée et dans notre salive, à nous, population agricole qui mangeons des céréales, il y a beaucoup plus d'amylase, cette enzyme qui va d'attaquer, de commencer à attaquer l'amidon et de le digérer. Bon, d'ailleurs, au passage, c'est ça qui fait qu'on a des caries. Mais peu importe, l'idée c'est que nous digérons mieux les céréales parce que nous nous les sommes appropriés. Il y a eu la sélection de ceux qui les digèrent mieux. De même, dans toutes les populations, et il y en a plein de par le globe, qui ont élevé des bovins et traînent ces bovins pour obtenir du lait, on a eu une sélection, une chose complètement incroyable pour des mammifères, la sélection de la capacité à digérer le lactose, ce sucre qui est très abondant dans le lait, la capacité à digérer le lactose à l'âge adulte. Et en creux, ça veut dire que ceux qui digéraient moins bien l'amidon, ou ceux qui digéraient moins bien le lait, ont eu moins de descendants que les autres. Nous avons été sculptés dans notre évolution biologique par des traits qui sont des traits culturels. Planter des céréales, boire du lait. Tout simplement. Et vous savez, ça continue. Aujourd'hui, le changement d'alimentation conduit à une forte prévalence de l'obésité dans la population. Mais regardez, à partir d'un certain indice de masse corporelle, cela réduit l'espérance d'avoir des descendants. Oui, vous le voyez encore aujourd'hui, certains
car l'obésité est partie, elle n'est pas complètement génétique, mais elle a des déterminismes génétiques. Une partie d'entre nous sont en train d'être contre-sélectionnés par la façon dont nous mangeons et les produits que nous prélevons dans notre agriculture. En fait, nous sommes au carrefour d'une évolution culturelle, d'une évolution biologique et des interactions entre ces deux évolutions, et nous ne le savons pas. Nous ne le manipulons pas, nous ne l'enseignons pas, nous n'avons aucune agilité par rapport à ce qui s'impose à nous comme une fatalité, alors que, vous savez quoi? Le mouvement n'est pas une option, mais dès qu'on l'a compris, il peut être une solution. Alors, on va incarner cette idée-là au travers de 3 petites histoires qui sont en fait l'histoire de l'agriculture moderne. Une chose nettement sur la table. Sans pesticides, nous aurions encore une famine tous les 5 à 10 ans, comme au 19e siècle. Donc la question n'est pas est-ce que les pesticides sont bons ou mauvais, il est est-ce que nous les utilisons bien? Non. Non, parce que quand on applique en grande quantité du glyphosate, eh bien on voit par exemple aux États-Unis qu'en 30 ans, c'est 30 espèces de plantes qui sont devenues résistantes au glyphosate, de telle sorte que dans certaines régions, on ne peut plus utiliser le glyphosate. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on ne prend pas en compte l'évolution des organismes contre lesquels on veut lutter, si on n'est pas agi avec elle, eh bien on remporte des victoires à la Pyrrhus, où le succès d'un jour est la destruction de l'outil de lutte le lendemain. Il se passe la même chose d'ailleurs avec les antibiotiques, vous savez. Cette histoire, c'est qu'en fait, nous ne savons pas utiliser nos armes de façon durable. Mais c'est pas tout. Parmi les organismes qui ne sont pas adaptés aux pesticides, il y a l'homme. Et malheureusement, les agriculteurs, il faut le dire, car c'est à eux que l'on doit cette vérité, font partie des preuves que ça ne va pas du tout. Si vous regardez cette grande étude, l'étude Agricole, vous voyez que tout cancer confondu, les hommes et les femmes agriculteurs se portent mieux que la population globale. Mais ça cache quoi? Ça cache qu'en fait, ils ont beaucoup moins, pas simplement 5 à 7%, mais beaucoup moins de cancers pour tous les cancers, sauf certains, qui sont des cancers qu'on retrouve aussi dans les populations qui ne sont pas agricultrices, mais qui vivent à côté des exploitations. En fait, les pratiques agricoles sont toxiques, avec les myélomes multiples 20% plus abondants et des lymphomes plasmacytaires 50% plus abondants que dans la population standard. Les pratiques agricoles, et notamment les pesticides, même si les causes peuvent être discutées pour certains cancers, sont toxiques pour les hommes. Et ça veut dire qu'on a négligé aussi que nous étions produits d'une évolution dans laquelle nos ancêtres n'avaient jamais été en contact avec ces produits. Donc, évidemment, ils ne sont pas nécessairement adaptés. Alors là, ça prend l'allure d'un désastre, et on se dit, mais comment bouger? Quel mouvement? Le mouvement, il est simple. Utilisons le vivant pour avancer et limiter l'utilisation des pesticides. Je pense par exemple à un formidable succès de l'INRAE qui est la sélection de ces cépages résidus qui, par le biais de mutation, par le biais de croisements habiles, cumulent plein de résistance au mildiou et à l'oïdium. Le bilan de ça, de ces nouveaux cépages, Vitoc, Floréal, Hortaban, Voltis, c'est que vous passez 7 fois moins dans votre parcelle pour mettre des pesticides. 7 fois moins, ça veut dire moins d'essence, moins de temps, ça veut dire 800 à 1000 euros de moins d'intrants à l'hectare. Et en réalité, résidure, ça veut dire résistance durable. Parce que comme il cumule plusieurs résistances, au mildiou ou à l'oïdium, les attaquants, les parasites, qui pourraient être résistants à toutes ces parades, doivent porter plusieurs mutations en même temps. Ça, c'est extrêmement improbable, c'est même impossible. C'est une barrière évolutive. C'est extrêmement gracieux au fond, parce que ça retourne l'évolution contre l'adversaire, et c'est aussi une stratégie que vous connaissez peut-être à travers la trithérapie pour le sida, les murs évolutifs. Alors, on peut également contrôler les bioagresseurs avec d'autres méthodes. Et en particulier, on peut utiliser de la biodiversité, alors non pas la diversité génétique dans l'espèce, mais la diversité des espèces. Et vous avez ici des complexifications des systèmes agricoles qui vous permettent, en rajoutant des arbres, de limiter la propagation des maladies, simplement parce que ces arbres, ils abritent des oiseaux, des chauves-souris qui vont manger les insectes indésirables, par exemple. Les haies aussi, qui sont, en plus d'être, comme l'agroforesterie, d'héberger les ennemis de nos ennemis, sont des vraies interruptions dans la continuité des ressources des parasites et les empêchent de se propager.
En ayant des intercultures diverses, c'est-à-dire en semant d'autres plantes en hiver, on peut aussi affamer, repousser les prédateurs ou les parasites des cultures que l'on va réaliser l'année suivante. Et puis les cultures mixtes, le fait de mélanger des cultures entre elles, ça permet aussi de créer des paysages où la maladie a du mal à se propager, car quand on a une maladie de blé et qu'on est complanté, quand on est dans un champ complanté de fèves, et ben c'est difficile de se propager, parce que souvent le voisin du blé, c'est une fève, et là, ben, ça ne marche pas. À une autre histoire qui est celle des engrais minéraux. Alors les engrais minéraux, c'est la même chose que les pesticides, on leur doit de ne plus avoir faim. Mais que mangeons-nous? Alors, déjà, le problème de ces engrais, c'est qu'il faut en mettre beaucoup, il y a des fuites, vous les retrouvez dans l'eau, vous les retrouvez dans les océans, et ça explique des marées vertes ou brunes qui sont extrêmement indésirables pour les riverains, car les gaz qui en émanent sont toxiques. Mais cette toxicité des engrais minéraux, elle est plus forte encore sur vous et moi, car les phosphates miniers contiennent du cadmium. Et vous l'ignorez peut-être, mais nous mangeons, nous, quotidiennement, lorsque nous mangeons les produits de l'agriculture qui utilisent des engrais minéraux, nous mangeons 1,4 fois la dose maximale de cadmium autorisée ou recommandée par l'OMS. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nous sommes intoxiqués au cadmium. 50% d'entre nous, dans cette salle, sont en surdosage. Nous sommes en surdosage et les conséquences sont des conséquences rénales, hépatiques, qui sont des causes qui s'ajoutent aux autres causes pour faire que nos reins et nos foies fonctionnent mal, des problèmes d'ossification qui accroissent les troubles de la ménopause, les problèmes d'ostéoporose donc, et puis aussi, c'est un des agents causaux de cette explosion, 2 à 3% de cancer du pancréas en plus, d'un cancer qui tue, le cancer du pancréas. Alors comment faire, allez-vous me dire? Comment faire sans engrais minéraux? Ben, on fera sans doute pas sans. Mais on peut faire avec un peu moins pour passer de 1,4 fois la dose maximale à 0,9 fois. Alors c'est quoi les solutions? Ben, c'est des solutions que pratique déjà le bio d'ailleurs. Hein. C'est de maximiser, sinon de reposer complètement sur les engrais organiques. Les engrais qui ont de tout temps été ceux qui utilisent les organismes du sol pour produire l'azote, le phosphate et plus généralement toutes les ressources que consomment les plantes. Et en pensant déchets animaux, je vous laisse quelques instants pour imaginer quel est l'animal qui en France produit le plus de déchets. Alors c'est pas la vache, effectivement, encore que là vous voyez au passage comment l'élevage est aussi une solution, alors qu'il est souvent fustigé. C'est effectivement l'homme qui, quand il tire la chasse d'eau, dilue une ressource incroyable, l'urine et les excréments. Vous savez, l'urine et les excréments, c'est pas beaucoup du volume de nos eaux usées. Mais regardez ce que ça représente en termes d'azote et de phosphate. L'urine, c'est 11 grammes par litre et par jour d'azote. Le phosphate, 7 grammes par litre et par jour, soit 0,7 grammes de phosphore. C'est énorme, c'est une ressource. Ah ben non, on paye des impôts locaux pour disperser ça dans l'environnement, pendant que nos agriculteurs achètent de l'azote et du phosphate. Et en plus, de toute façon, quand on tire la chasse d'eau, on a dilué cet or liquide ou en barre que représente notre urine et nos fesses. Vous voyez que finalement, notre lien à la nature, c'est aussi ce qu'on peut lui donner de nous-mêmes et qui ne coûte pas cher, car nous le produisons tous les jours. Dernière petite histoire, le labour. Pour le labour, c'est pas une histoire récente. C'est presque le geste fondateur de toute agriculture. Oh, ne soyons pas si européocentriques que ça. Les précolombiens n'ont jamais labouré, au fait. Ils n'avaient pas de charrues ni d'animaux de trait. C'est une possibilité pour l'agriculture. Et de fait, elle a des vertus. Évidemment, nos anciens n'ont pas adopté le labour vainement. Ça désherbe, ça remonte la fertilité que l'eau emmène perpétuellement vers le fond du sol, ça aère le sol, mais ça l'aère tellement bien que les bactéries respirent mieux et que le sol finit par n'être plus très riche en matière organique. Ça désherbe si bien que le sol étant nu, il finit par pouvoir être emporté par l'eau. Oui. La vérité, c'est que nous vivons une explosion de l'érosion. Et sur les 80 milliards de tonnes de sédiments qui retournent chaque année à l'océan, selon les estimations, c'est entre 50
et 95% du total qui est lié au labour. L'homme est en train de faire fondre ses sols en les labourant. Alors, que faire? J'aime bien ce moment parce que ce que vous allez voir, ce n'est pas les scientifiques qui l'ont fait, c'est les agriculteurs. Constatant que leur sol n'allait pas très bien et qu'il s'écoulait à la première pluie, certains ont adopté une agriculture non labourée. Cette agriculture non labourée, elle laisse beaucoup plus de vie se développer dans le sol, des vers de terre, des filaments de champignons qui meurent en laissant des troncs, des racines qui poussent et meurent en laissant des troncs. En réalité, dans cette agriculture-là, il y a beaucoup plus de petits trous faits par le vivant. Et ces sols retiennent mieux l'eau. Ils retiennent en plus l'eau pour une autre raison, c'est que cette façon de porosité s'oppose à la violente aération du sol par le labour et stabilise donc la matière organique. D'ailleurs, vous voyez que ces sols sont beaucoup plus colorés, ces sols non labourés. Et ces sols non labourés, eh bien, ils ont la vertu de retenir mieux l'eau, ce qui, dans les périodes de sécheresse que nous vivons, de sécheresse estivale que nous vivons, limite l'impact, justement, du manque d'eau. Alors, c'est des sols qui vont mieux. La vie biologique s'y redresse de 25%, même si des fois on est obligé de les passer au glyphosate avant les semailles suivantes. Ce sont des sols qui vont mieux et où l'érosion, qui est augmentée d'un facteur 10 à 20 par le labour, régresse et redevient de l'ordre de l'érosion attendue pour un sol à l'endroit donné où on l'étudie. Oui, c'est une cicatrisation. Alors, d'ailleurs, ce sol a un point commun avec les haies que je vous ai montré auparavant. Ça stocke du carbone. Car dans ce sol où la matière organique s'accumule, notamment si vous avez semé des plantes en intersaison et que vous les avez laissé joncher le sol avant vos cultures suivantes, dans ce sol où s'accumule la matière organique, eh bien on stocke du carbone, entre 0,1 et 1 tonne de carbone par hectare et par an. Les haies que j'évoquais précédemment stockent aussi du carbone, à la fois dans les racines, dans les feuilles mortes, mais aussi dans les parties aériennes. On compte 100 tonnes de carbone par kilomètre de haie. Et vous voyez qu'au passage, les solutions que j'évoquais cochent d'autres cases. Elles cochent par exemple une case climat. C'est pas tout. Elles cochent aussi une case eau. Quand on passe à des engrais organiques, l'azote et le phosphate sont relargués en moins grande quantité et sont tout de suite exploités par les végétaux. Il y a donc moins de fuite. Vous réduisez de 30 à 40% la quantité d'azote qui s'échappe du sol et va dans les nappes et nécessite éventuellement des traitements pour que l'eau soit potable. De même, quand vous minimisez la quantité de pesticides, vous minimisez la quantité de pesticides qui passent également dans l'eau et dans l'eau potable, vous minimisez donc la nécessité de traiter ces eaux potables. Quand on sait les traiter, car je vous rappelle, à propos du chlorothalonil, un pesticide qui a été récemment interdit, on a découvert un peu tard qu'un de ses dérivés, le R471811, était très très toxique et intoxiquait 50% des eaux que nous buvons. Ça veut dire que nous traitons ce que nous connaissons, mais nous sommes loin de connaître tout ce que font les pesticides dans les sols et tous les dérivés qu'ils produisent. Oui, sur la qualité de l'eau, les solutions que je vous ai données peuvent permettre de limiter les traitements. Alors vous allez me dire, oui, c'est joli, mais ce qu'il faut avant tout, c'est nourrir le monde, puisque la vertu de tout ça était de produire assez. Eh bien, vous savez quoi? Il y a tout un tas de travaux qui montrent que quand on fait les choses bien, quand on a des rotations culture bien choisies, on augmente la productivité parce qu'on détruit la persistance des pathogènes. Quand on a des cultures mixtes, on peut augmenter la productivité parce que quand on mélange des espèces ensemble, eh bien, elles n'exploitent pas exactement pareil les ressources. Et donc elles ont accès en mélange à plus de ressources que si on les sépare, où elles n'ont accès qu'à une portion des ressources. Bien sûr, il y a de la compétition, mais les cultures mixtes, elles peuvent produire plus. C'est notamment des chiffres que vous avez en mélange céréales légumineuses. Enfin, l'agroforesterie produit plus parce qu'elle exploite mieux le temps et l'espace. Les racines des arbres vont là où ne sont pas les racines des plantes annuelles. Les feuilles des arbres sont présentes à un moment où on a déjà récolté la culture annuelle, alors que la culture annuelle fait ses feuilles avant que les arbres aient sorti les leurs. En d'autres termes, vous exploitez mieux l'espace et le temps, et vous pouvez produire plus. Tous les mélanges, toutes les solutions ne sont pas bonnes, mais il y en a qui peuvent nourrir l'humanité mieux. L'argument de la nutrition de l'humanité est un argument vain. Rentrons dans les détails techniques. Toutes ces histoires sont les histoires de gestes qui nous ont nourris.
Toutes ces histoires sont celles d'un progrès fait hier qui a, sur le coup, amélioré le sort de l'humanité. Mais quand on voit maintenant les conséquences de cela sur la santé, la durabilité des sols, sur les agriculteurs eux-mêmes, eh bien on se dit que ce serait bien de faire un pas en avant, c'est-à-dire de se mettre en mouvement. Pour le coup, une petite citation de Lévi-Strauss qui va nous donner à réfléchir. Les avancées de la science et de la technique ont souvent pour bénéfice principal, souvent pour excuse alléguée, de compenser les conséquences néfastes engendrées par les progrès précédents. Ce faisant, d'autres conséquences néfastes résultent, auxquelles il faudra inventer d'autres progrès pour remédier. Oui, il faut bouger. Et quand nous bougerons, nous allons provoquer des effets secondaires qui nous obligeront à bouger encore. Vous savez, il ne faut pas croire à la transition. Il faut croire au mouvement. Il faut croire à l'évolution perpétuelle. L'évolution culturelle est inévitable, elle est perpétuelle, elle s'engendre elle-même, mais quelque part, elle peut être une solution au problème instantané. Derrière, il y a cette évolution biologique qui peut être un outil pour demain gérer les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et cette évolution biologique, elle est aussi perpétuelle, de toute façon, elle nous est imposée par les changements du milieu et par les changements des prédateurs et des parasites de nos cultures. Vous voyez que le mouvement du vivant est une solution, ou peut-être une solution. Le mouvement sera perpétuel, ou nous ne saurons plus. Elle est présidente de l'Académie d'agriculture de France, membre de l'Académie des technologies, et elle va intervenir sur le sujet suivant: agir pour un avenir alimentaire durable vers une transition bas carbone et résiliente. Je vous prie d'accueillir Marion Guillou. Alors on parle de monde en mouvement, moi je vais vous parler de nourrir autrement. De fait, l'alimentation a été toujours la préoccupation première des sociétés. Et si j'essaie de voir ce qui a changé, très récemment d'ailleurs, dans le paysage, je vais au moins décrire deux mouvements. En 2006, nous avions lancé une prospective pour savoir comment nourrir 9 milliards d'habitants. À l'époque, le problème, c'était la crainte de la croissance de la population et la crainte de manquer. Donc on avait fait un long travail pour voir comment y arriver. On avait conclu que c'était possible, et que c'était possible à quelques conditions. Une première condition, c'était la modération des régimes alimentaires. Globalement, on a besoin de 2200 kilocalories par personne et par jour. Dans certains pays, on montrait quelques Américains caricaturés tout à l'heure, ils ont accès à 4800. On voit bien que 4800, c'est beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Donc la modération des régimes alimentaires était le premier facteur. Deuxième facteur, c'était la diminution des pertes et gaspillages. Troisième facteur, et c'est important, c'était une espèce d'assurance vie mondiale, c'est-à-dire de garantir les échanges. Une sécheresse en Australie, enfin des choses qui sont produites récemment, de fait pouvait être compensée par l'importation de biens venant d'une autre zone du monde. Et donc nous disions à l'époque, il était possible de nourrir la population de manière durable, de fait on produit suffisamment. Le problème aujourd'hui, ça n'est pas qu'il n'y a pas assez à manger, c'est que certains n'ont pas assez à manger. Vous vous souvenez d'Amartya Sen, c'est une question d'accès économique ou d'accès physique dans les zones de conflit et de guerre. Eh bien ça, les conditions ont radicalement changé. La crise du Covid, les conditions géopolitiques, la guerre en Ukraine, mais au-delà, les oppositions, pour dire les choses doucement, entre grandes influences du monde, font qu'on ne peut plus penser seulement la mondialisation heureuse. Récemment, vous savez, les échanges agroalimentaires entre 2000 et 2020 ont été multipliés par 3. Donc nous étions jusqu'il y a très peu d'années dans un monde où au fond on pouvait compter sur cette circulation. Les nouvelles conditions géopolitiques font qu'on recommence à réfléchir à quels biens stratégiques viennent de très peu de sources et de sources qui ne sont pas forcément à nous. On commence à reparler de mots qui auraient été difficiles
a utilisé, il y a une quinzaine d'années, de souveraineté européenne et de souveraineté nationale. On commence à réfléchir aux dépendances. Vous vous souvenez de l'acide aminé qui ne vient que d'une source. De fait, comment réduire cette dépendance de l'alimentation des animaux? Bref, c'est un premier changement radical et récent. Comment repenser, non pas l'autonomie, non pas l'autosuffisance, mais une certaine autosuffisance alimentaire dans les régions, par région du monde, et notamment dans la région Europe. Le deuxième changement qui, lui, a été évidemment plus progressif, mais qui est désormais extrêmement palpable, c'est effectivement le changement climatique. Valérie, vous le décrivez, et en France, on a bien vu les récurrences d'événements qui ont troublé notamment la production agricole. On peut parler de 2003, on peut parler de 2010, Cynthia, les inondations, on peut parler de 2022, sécheresse et manque d'eau, puisque vous savez que les ressources en eau, je crois qu'il y a eu 85% de moins d'eau en juillet qu'une année moyenne. On peut parler de 2023. Donc, on a la mémoire courte, mais quand même, les producteurs agricoles qui sont dans la salle s'en souviennent bien, la production a souffert et ce sera de plus en plus aigu et de plus en plus récurrent. Alors, je voulais, dans ce contexte-là, poser 3 questions. D'abord, l'alimentation, Valérie le disait, c'est à peu près, le système alimentaire, c'est à peu près 30% des gaz à effet de serre. Et si nous voulons limiter le réchauffement climatique, il faut limiter cet effet sur le changement climatique. Avec un flacon pour le consommateur ou le producteur, ça continuera à ne pas marcher. Je vous donne un deuxième exemple qui peut vous choquer un peu. On a dit dans certains pays ou dans certaines littératures, il faut diminuer les effectifs de bovins, sinon ça ne marchera jamais. Moi je dis diminuer les effectifs de bovins sans toucher la chaîne alimentaire, ça peut être négatif. Je veux dire, d'abord, l'élevage à l'herbe, on le sait, permet de maintenir les prairies, et les prairies stockent du carbone, les 50 tonnes par hectare, alors que si on transforme en culture, on déstocke. Donc, comment faire en sorte qu'on arrive à une maîtrise de cette consommation de produits d'origine animale, qui sont de fait plus émetteurs de carbone? C'est pas en disant aux éleveurs diminuez vos cheptels. De toute façon, il y a actuellement, malheureusement, pour d'autres raisons, les cheptels diminuent régulièrement. Parce que si on continue dans la restauration collective à mettre de plus en plus de produits animaux dans les plats préparés, puisque c'est là que l'augmentation de la consommation des viandes se fait en ce moment, eh bien, on arrivera, au fond, le seul résultat, c'est qu'on va augmenter les importations, et les importations de pays tiers sont de fait, en moyenne, c'est ce qu'on a calculé dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, plus porteuses de carbone que les viandes produisent actuellement chez nous. Donc, on arriverait exactement à l'inverse, en disant diminuer les cheptels en France sans faire diminuer en même temps la consommation de produits d'origine animale, ce serait négatif pour l'équilibre global. Donc, mon message, c'est qu'il faut toujours penser système alimentaire si on veut que l'évolution aille dans le bon sens. Alors, pour encourager ces évolutions, donc on a les lois, le cadre législatif, les incitations nationales, et puis par ailleurs, on a l'action des filières. Quand on parlait de la filière lait tout à l'heure, l'action d'acteurs économiques, je ne vais pas donner de noms commerciaux, mais je lisais récemment dans la presse agricole que certaines coopératives payent un surplus à la tonne récoltée si on pratique, ce que je ne sais pas trop ce que c'est, mais l'agriculture régénératrice. Ce qui est intéressant dans cette agriculture régénératrice, c'est qu'il y a des pratiques de gestion des sols qui sont stockantes, qui sont bien plus favorables. Et vous savez, quand un sol stocke du carbone, stocke de la matière organique, en plus, il est plus productif, en plus, il retient mieux l'eau, en plus, il est plus aéré, et donc, il fournit une résilience au modèle. Action territoriale, puisque c'est au niveau des territoires que vont se réfléchir les plans alimentation territoriaux, que vont se gérer les ressources en eau au niveau des bassins versants, que vont se gérer les sols. Et action, et là c'est sans doute, ça reste à construire, action de rémunération par le marché de stockage de carbone. Et pour moi, c'est mon vœu aujourd'hui
qu'on arrive à mettre en place en Europe ce repérage de carbone dans le sol, cette mesure, cette certification par tiers qui permettent de rémunérer l'agriculteur positivement lorsqu'il met en place ces pratiques vertueuses vis-à-vis de la planète. Merci de votre attention. Donc, quand on essaye de voir comment réduire cette empreinte alimentaire, il suffit d'analyser les sources de cette empreinte alimentaire. Il faut aussi regarder d'une autre manière, et 46% de ces émissions sont importées. Les émissions importées n'arrêtent pas d'augmenter, alors que l'émission territoriale est désormais maîtrisée. Autre élément, les pertes et gaspillages. Les pertes et gaspillages, c'est à peu près 20% de l'alimentation, et c'est 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui sont produits chaque année inutilement, d'une certaine manière. Donc on peut là aussi réduire l'empreinte carbone des Français en jouant sur la diminution des pertes et gaspillages. C'est aussi, regardez d'une autre manière, l'empreinte carbone des Français, 61% de produits d'origine animale. Donc, pouvons-nous jouer sur cette production des produits d'origine animale et sur la consommation des produits d'origine animale? Dès lors qu'on poursuit l'analyse de cette empreinte carbone des Français, on voit comment arriver à réduire ces 2 tonnes par habitant et par an qui contribuent à alimenter les gaz à effet de serre et donc le changement climatique pour demain. Alors comment décarboner ces composantes du système alimentaire? Mais au niveau de l'agriculture, on peut regarder les postes essentiels. Les postes essentiels, c'est l'utilisation d'engrais minéraux. Marc-André Sellos en parlait tout à l'heure. C'est les élevages, le dégagement de méthane par les ruminants qui, par leur système digestif, rotent, si j'ose dire, du méthane. C'est également les pratiques qui permettent de stocker plus de carbone dans les sols et la biomasse. Et ça, on y revient toujours, parce qu'au fond, si l'agriculture, au lieu d'être émettrice nette, servait à stocker une partie significative des émissions de gaz à effet de serre, ça changerait tout. Et de fait, au moment où les forêts sont de moins en moins stockeuses, puisqu'on a eu une vraie rupture dans la capacité de stockage des forêts, de stockage de carbone par les forêts, eh bien, il est essentiel que l'agriculture prenne le relais, soit par stockage dans les sols, soit par stockage dans la biomasse. Donc, vous voyez, on peut jouer sur pas mal de ces postes qui sont décrits ici. Dans les industries agricoles et alimentaires, il va s'agir d'économiser de l'énergie, soit pour réchauffer, soit pour refroidir, mais il va s'agir aussi de proposer des aliments bas carbone. Dans la partie commerce et repas hors domicile, c'est pareil, il va falloir, mettons, mettre des capteurs solaires sur les parkings des grandes surfaces, mais il faut aussi que les grandes surfaces, que les distributeurs offrent des produits bas carbone. De la même manière, dans les transports, il va falloir réfléchir la logistique, réfléchir l'optimisation des circuits, travailler sur l'électrification, par exemple, mais il va falloir aussi permettre la proposition de cette offre bas carbone. Ce que je veux vous dire, c'est que ça ne sert à rien d'agir seulement sur l'agriculture ou sur le consommateur. Il faut que toute la chaîne fasse en sorte que l'offre bas carbone soit disponible. Le Yaka Faucon en matière de consommation, dire au consommateur, c'est comme quand on lui disait il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On s'est rendu compte qu'il le savait, mais que c'était absolument inefficace, sauf si on faisait en sorte qu'il y ait la disponibilité de ces fruits et légumes. Et vous vous souvenez des opérations scolaires où on mettait à disposition des enfants des fruits et légumes, et là, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a opérationnalité de la mesure. Si l'offre dans la restauration, si l'offre proposée par les industries, si l'offre dans la distribution ne met pas en avant des produits bas carbone abordables du point de vue économique, on n'arrivera pas à demander aux Français de réduire leur consommation de carbone à travers leur consommation alimentaire. La diminution de l'empreinte par le consommateur, c'est la baisse de la consommation des produits d'origine animale. Vous savez que c'est une consommation qui a augmenté à travers les années. Quand vous faites une histoire de l'alimentation dans le monde, l'alimentation a toujours eu la même évolution. D'abord, les gens cherchent à avoir assez à manger.
Ensuite, les gens cherchent à diversifier leur alimentation. Et la troisième étape, et c'est celle qui en ce moment se produit en Asie ou sur d'autres continents, ils cherchent à avoir accès à plus de produits d'origine animale. Donc ce qui est en train de se passer dans le monde va malheureusement nous amener à une plus grande demande de produits animaux. Chez nous, l'augmentation de la demande a eu lieu, on est plutôt en train de... la demande plafonne, donc le sujet est plutôt de voir comment inciter à la diminution de cette consommation de produits d'origine animaux qui dépassent les besoins physiologiques. Les apports en fer ou en vitamine B12 sont largement suffisants, donc on peut appeler à la diminution des produits d'origine animaux sans problème de santé. Donc oui, c'est pertes et gaspillages, évidemment, comment réduire ces pertes et gaspillages à tous les stades, parce que là, c'est aussi bien dans l'agriculture, dans la transformation, dans la restauration, que dans la consommation qu'il y a des pertes et gaspillages. Et ça, je crois que chacun doit être responsabilisé pour diminuer ces pertes et gaspillages. Donc oui, il est possible de réduire l'empreinte carbone des Français, mais pas seulement en disant aux consommateurs « réduisez votre consommation de produits animaux », mais également en lui permettant d'avoir accès à une offre de produits bas carbone, et ça impliquera l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le deuxième point, c'est effectivement comment les pratiques agricoles peuvent permettre d'augmenter la résilience et de garantir cette sécurité alimentaire dans le contexte climatique que nous décrivait Valérie tout à l'heure. D'abord, les impacts du climat, je crois que chacun les vit, et les agriculteurs en particulier, ils sont au premier rang. Donc, globalement, au niveau mondial, l'augmentation de productivité a baissé de 61% en lien avec le changement climatique. C'est vous dire l'importance des phénomènes de changement climatique. Et lié au changement climatique, la ressource en eau, l'état des sols, et donc des choses essentielles pour la production. Et comme vous le disiez Valérie, en fait, quand on attend 1,5 à 2 degrés d'augmentation de température au niveau planétaire, pour la France, ce sera 2,2 à 2,9 degrés d'augmentation. Donc, ce qu'on a connu, souvenez-vous, c'est à peu près ce qu'on a connu en 2022. Donc, il est essentiel d'anticiper les conditions futures. On ne peut pas continuer comme s'il ne se passait rien. C'est-à-dire que, de fait, ça va être de plus en plus souvent dès maintenant, et puis ce sera un régime à peu près moyen dans les années à venir. D'où la nécessité de cette adaptation des systèmes agricoles et alimentaires aux nouvelles conditions climatiques. Sinon, on passera son temps à faire du curatif, mais toujours trop tard et de manière de plus en plus inefficace. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il existe des pratiques qui permettent d'augmenter la résilience de l'agriculture et d'améliorer le bilan carbone. Lorsque le Varenne de l'eau et de l'adaptation a eu lieu, chacune des filières a été appelée à travailler ces plans d'adaptation. Et de fait, si on se souvient du plan pour le lait, il y a un certain nombre de filières qui ont déjà produit leur plan d'adaptation et d'autres qui sont encore en train de travailler. Il existe des solutions techniques et il existe des solutions socio-économiques. Alors les solutions techniques, les services climatiques, prévenir, savoir ce qui va se passer, les solutions d'organisation économique, de changer soit changer par des modifications technologiques, soit changer de manière plus globale par des solutions fondées sur la nature, ce qu'on appelle l'agroécologie. Donc on sait que selon les filières, selon les endroits, on peut proposer des modifications qui répondent aux besoins d'adaptation. Malheureusement, les conditions climatiques futures seront drastiquement différentes, aussi bien du point de vue alimentation en eau, sécheresse, mais aussi sécheresse des sols, donc problème de vie microbienne dans les sols, problème de porosité des sols. Enfin, on cumule potentiellement les changements. Donc, il y a un besoin de transformation au-delà de ces adaptations ponctuelles. Oui, il sera utile de faire du goutte à goutte au lieu de faire de l'irrigation par aspersion. Oui, il sera utile d'avoir des capteurs qui permettent d'apporter juste la bonne dose d'engrais au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut arriver à penser le système agricole et alimentaire en s'appuyant également
sur les fonctions de la nature dont parlaient mes prédécesseurs, Valérie et Marc-André. Il faudra faire en sorte que dans le paysage, il y ait une diversité qui permette de lutter contre les parasites, que les haies stoppent les écoulements d'eau, que l'accumulation de carbone soit faite grâce au retour des haies et de l'agroforesterie. Donc une multiplicité de solutions qui sont en théorie possibles, mais qui aujourd'hui ne sont pas directement de l'intérêt de chaque agriculteur dans son exploitation. Donc tout le problème va être que l'environnement, que l'ensemble du système alimentaire facilite, aide, incite ou oblige, selon les cas, à aller vers ces changements. Alors comment, de fait, si ces changements techniquement sont possibles, il y a des freins et des verrous. Il y a le problème de revenus, le problème d'investissement, le problème de prix, de coût, donc de prix, le problème du risque au changement. Dans tous les métiers, c'est pareil. Quand on a l'habitude de pratique dans une certaine zone de confort, on est meilleur dans ces pratiques, et changer de pratique, c'est prendre un risque. Et il faut se rendre compte que de proposer des approches globales, ça suppose disons, de s'éloigner comme en médecine d'un problème à un traitement, mais comment on regarde le système et comment on rend le système plus résistant, plus résilient face aux attaques de parasites. Je crois que Marc-André Sellos nous a donné de bons exemples tout à l'heure. Donc, repenser les formations du système. Ça suppose aussi de faire en sorte que les régions, vous savez, les régions spécialisées culture, les régions spécialisées élevage, ça empêche, ou dit ça limite les échanges de matières fertilisantes organiques, par exemple produites par les animaux, pour les exploitations, puisque ce sont des zones entières qui sont en production animale ou en production végétale. Donc on voit bien qu'un tas de micro-solutions ou de solutions de réorganisation globale demandent des transformations majeures et demandent à être accompagnées. Ça ne se fera pas tout seul. Je veux dire, le Yaka Faucon, ça ne marche pas. On parle d'agriculture de conservation des sols, on parle de stockage de carbone dans les sols, on parle d'augmentation de la part de légumineuses, de substitution aux engrais de synthèse. Ces légumineuses qui ont cette capacité à absorber l'azote de l'air, hein, l'azote est en quantité illimitée, et pouvoir absorber l'azote de l'air pour enrichir les sols, c'est une manière de limiter le recours aux engrais, et notamment aux engrais minéraux qui sont extrêmement fournisseurs, si j'ose dire, émetteurs de gaz à effet de serre, stocker du carbone dans les prairies. Tout ça, ce sont des solutions, mais qui demandent des changements majeurs, et pas seulement au niveau des exploitations agricoles. D'où le besoin de penser le paysage des politiques. Actuellement, on réfléchit à 3 grandes politiques. On parle dans toutes les allées on parlait du PLOA, maintenant je crois que ça va être la loi pour la souveraineté alimentaire. Eh bien oui, il faut que cette loi pour la souveraineté alimentaire trace une vision de ce que devrait être l'évolution de l'agriculture pour être plus résiliente face au changement climatique et moins émettrice de gaz à effet de serre. Comment pourrait-elle encourager les changements de pratiques qui vont permettre d'être moins émetteurs? Comment peut-elle prévoir d'encourager les installations de jeunes agriculteurs dans ces projets qui seront aptes à résister ou à tolérer les changements climatiques? Comment la formation et le conseil pourront être accompagnés dans ces nouvelles évolutions? Tout ça, ça peut être des éléments de cette loi pour la souveraineté alimentaire. Ça devrait être des éléments de cette loi sur la souveraineté alimentaire. Deuxième politique essentielle, ce sont les plans stratégiques nationaux qui disent comment, en France, on applique le cadre européen d'aide à l'agriculture. Et bien là aussi, pour l'instant, le plan stratégique national a un effet climatique assez limité. De fait, je crois qu'il a été calculé que ça permet de réduire de 7 à 12% les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce plan stratégique national peut être revisité dès l'année prochaine, et en tous les cas pour la PAC d'après 2028. Donc comment faire en sorte que ce plan stratégique national prenne en compte
cette nécessaire évolution des pratiques des systèmes agricoles et alimentaires. Troisième possibilité dans ces politiques nationales, c'est la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat. Il est question de penser ensemble, et c'est évident que ce sera beaucoup plus efficace comme ça, penser ensemble l'agriculture, la nutrition et le climat. Et là, on pourra réfléchir à ces intégrations, puisque, pour vous donner deux exemples, les lentilles, les légumineuses, ça fait des années qu'on dit qu'on n'en produit pas assez, qu'on est dépendant des importations. Ça fait des années qu'on sait qu'il faut en consommer plus, en théorie, pour la santé humaine. Ça fait des années que ça n'arrête pas de diminuer. La consommation a été divisée par 4 en 20 ans, alors qu'en théorie, on sait que la recommandation de nos médecins, de Santé publique France, c'est d'en manger 2 fois par semaine. Je ne veux pas faire de sondage, mais qui en mange 2 fois par semaine ici dans la salle? Bon, je m'applique la question. Donc, en théorie, tout le monde sait que c'est bon pour soi et c'est bon pour la planète de manger plus de ces légumes secs. Et pourtant, l'évolution est exactement inverse. Et pourtant, on propose des incitations pour que l'agriculture cultive plus ces légumineuses qui savent absorber l'azote de l'air, et ça va dans l'autre sens. Et il faut penser, tant qu'on n'aura pas pensé à la fois la production agricole, les silos pour stocker, l'industrie de transformation et la mise à disposition par les distributeurs et les restaurateurs, on pourrait dire aux Français, mangez-en 2 fois par semaine, ça ne marchera pas. Je regardais là, les coûts de logistique pour les légumineuses et les coûts de logistique pour les céréales. Les légumineuses, il n'y en a pas beaucoup, et les céréales, c'est plus organisé depuis longtemps. Vous voyez, c'est entre 12 et 370 € par tonne pour les légumineuses, les coûts de logistique, et c'est entre 20 et 50 € par tonne pour les céréales. Donc comment faire en sorte que le circuit logistique ne handicape pas à ce point-là les cultures de légumineuses? Je vous donne un deuxième exemple qui peut vous choquer un peu. On a dit dans certains pays ou dans certaines littératures, il faut diminuer les effectifs de bovins, sinon ça ne marchera jamais. Moi je dis diminuer les effectifs de bovins sans toucher la chaîne alimentaire, ça peut être négatif. Je veux dire, d'abord, l'élevage à l'herbe, on le sait, permet de maintenir les prairies, et les prairies stockent du carbone, dans les 50 tonnes par hectare, alors que si on transforme en culture, on déstocke. Donc, comment faire en sorte qu'on arrive à une maîtrise de cette consommation de produits d'origine animale, qui sont de fait plus émetteurs de carbone? C'est pas en disant aux éleveurs diminuez vos cheptels. De toute façon, il y a actuellement, malheureusement, pour d'autres raisons, les cheptels diminuent régulièrement. Parce que si on continue dans la restauration collective à mettre de plus en plus de produits animaux dans les plats préparés, puisque c'est là que l'augmentation de la consommation des viandes se fait en ce moment, eh bien, on arrivera, au fond, le seul résultat, c'est qu'on va augmenter les importations, et les importations de pays tiers sont de fait, en moyenne, c'est ce qu'on a calculé dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, plus porteuses de carbone que les viandes produisent actuellement chez nous. Donc on arriverait exactement à l'inverse en disant diminuer les cheptels en France sans faire diminuer en même temps la consommation de produits d'origine animale, ce serait négatif pour l'équilibre global. Donc mon message, c'est qu'il faut toujours penser système alimentaire si on veut que l'évolution aille dans le bon sens. Alors pour encourager ces évolutions, donc on a les lois, le cadre législatif, les incitations nationales, et puis par ailleurs, on a l'action des filières. Quand on parlait de la filière lait tout à l'heure, l'action d'acteurs économiques, je ne vais pas donner de noms commerciaux, mais je lisais récemment dans la presse agricole que certaines coopératives payent un surplus à la tonne récoltée si on pratique, ce que je ne sais pas trop ce que c'est, mais l'agriculture régénératrice. Ce qui est intéressant dans cette agriculture régénératrice, c'est qu'il y a des pratiques de gestion des sols qui sont stockantes, qui sont bien plus favorables. Et vous savez, quand un sol stocke du carbone, stocke de la matière organique, en plus, il est plus productif, en plus, il retient mieux l'eau, en plus, il est plus aéré, et donc, il fournit une résilience au modèle. Action territoriale, puisque c'est au niveau des territoires que vont se réfléchir les plans alimentation territoriaux.
vont se gérer les ressources en eau au niveau des bassins versants, que vont se gérer les sols. Et action, et là c'est sans doute, ça reste à construire, action de rémunération par le marché de stockage de carbone. Et pour moi, c'est mon vœu aujourd'hui qu'on arrive à mettre en place en Europe ce repérage de carbone dans le sol, cette mesure, cette certification par tiers qui permettent de rémunérer l'agriculteur positivement lorsqu'il met en place ces pratiques vertueuses vis-à-vis de la planète. Merci de votre attention. Bien, écoutez, d'abord, très heureux de vous rassembler sur un thème qui, bien sûr, doit vous préoccuper, mais surtout, on vient d'avoir un grand débat tout à l'heure, pendant 2 heures, sur un monde en mouvement. Un monde en mouvement, un monde qui est marqué par le climat, qui est marqué aussi par quelles sont les cultures, mais aussi les élevages de demain, avec un thème, bien sûr, qu'on connaît, qui est quel procès on fait à ces élevages, et comment aujourd'hui comprendre que des gens aient encore envie d'être éleveurs. Et je suis secrétaire perpétuel et honoraire de l'Académie d'agriculture, on a des sections élevage, et comment aujourd'hui vivre éleveur, alors qu'on vous dit arrêtez de manger de la viande, arrêtez de manger des produits animaux, vous êtes en train de polluer, vous êtes en train de créer des gaz à effet de serre, etc. Et que vont faire nos prairies, que vont faire, comment être éleveur. Donc je crois que jeunes, que c'est heureux que des jeunes soient là présents, comment être éleveur aujourd'hui, comment transmettre. Et on a la chance, à l'Académie d'agriculture, il n'y a pas que des agriculteurs, mais il y en a. Et il y en a qui vont pouvoir parler de leur propre expérience, et comment dans cette zone brille, comment dans cette zone qu'on connaît grande culture, comment voilà, être éleveur. Nous avions eu il n'y a pas très longtemps, un colloque tous les ans, qui est État de l'agriculture, qu'on mène en partenariat avec le Crédit Agricole. Et ce thème de l'année 2024 portait sur quels sont les enjeux de l'autonomisation des exploitations. Dans ces enjeux, on a bien vu qu'il y avait, et on en a encore reparlé tout à l'heure, ces problèmes d'équilibre entre production animale et production végétale, et comment l'un et l'autre font partie du même système. Donc merci à notre confrère, c'est ainsi que l'on dit dans notre institution, notre confrère Jean-Claude Pett, de pouvoir présenter son expérience et comment lui a vécu à la fois, je veux dire, presque ce désert élevage dans cette brie qui nous est chère, sachant que pour tous ceux qui connaissent ces régions du grand bassin parisien, c'était des régions plutôt d'élevage de moutons. Au début du XXe siècle, comment, là aussi, histoire, quand on parle du protectionnisme de Méline, pourquoi Méline a fait échapper le mouton du protectionnisme. Méline était député vosgien, et dans les Vosges de l'époque, eh bien, il y a eu tous les filateurs, beaucoup de filateurs d'Alsace qui ont refusé le joug allemand et qui sont implantés dans les Vosges. Ce qui explique que Méline, finalement, il a permis que le coton américain, déjà, vienne en Europe, vienne en France, et du coup, la laine aussi, ce qui explique que le mouton a périclité parce que c'était des moutons à laine.
Bien, eh bien écoutez, Jean-Claude, à vous, après dire quelle est l'importance de cet élevage, comment il se situe dans un système économique, comment il se situe dans un système aussi social, mais également d'accompagnement politique. Merci. Je réexpliquerai mon système d'exploitation avant. Donc je m'appelle Jean-Claude Pech, je suis éleveur, j'ai du mal à utiliser le passé, parce que dans ma tête je suis toujours éleveur, je pense que je le resterai toujours. Donc j'étais éleveur en Seine-et-Marne sur une exploitation de polyculture élevage. J'ai eu le plaisir qu'on me propose un jour de devenir membre de l'académie. C'est pour moi quelque chose de très important. On est très peu d'éleveurs à l'académie. D'origine agriculteur en Bretagne. Et comme la Bretagne était un pays de misère pour les paysans, ils ont décidé de s'expatrier. Et donc ils sont venus reprendre à la mesure de ce qu'ils avaient en Bretagne une exploitation d'une quarantaine d'hectares dans la Brie, qui était pour eux, par rapport à leur pays d'origine, un peu un pays de cocagne. Comme quoi, c'est pas nouveau que les exploitations ne trouvent pas obligatoirement preneurs. Aujourd'hui, la Brie est connue comme une région céréalière riche, où les terres s'arrachent, j'exagère peut-être un peu, mais on n'en est pas loin, où il y a une très forte demande, en tout cas pour le foncier et les exploitations agricoles. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une région qui est hygromorphe, à l'époque qui ne vivait pas, parce que les choses ont évolué, mais aujourd'hui on sait faire pousser des productions végétales sans animaux. À l'époque, les exploitations étaient obligatoirement des exploitations de polyculture élevage. Toutes les exploitations de Brie avaient de l'élevage. Et déjà à l'époque, ça ne plaisait pas à tout le monde n'y trouvait pas son compte économique. Et donc, il y a eu énormément en Brie de migrants qui sont venus. Alors mes grands-parents de Bretagne, c'est un peu exceptionnel. Les autres grands-parents venaient du Nord, donc là c'est moins exceptionnel. Et en Seine-et-Marne, on a énormément d'agriculteurs qui sont originaires notamment des Flandres et de Belgique, qui sont arrivés dans les années entre 40 et 60 à peu près. Donc le problème du renouvellement en agriculture n'est pas obligatoirement aussi nouveau qu'il n'y paraît. La problématique de la guerre avec l'Angleterre et de l'embargo qui avait été fait sur le sucre a mis en place la production de betteraves dans les zones de plaine. Ces productions de betteraves ont créé un sous-produit qu'on appelle la pulpe, qui est devenu très vite un aliment qui a permis de développer l'élevage. Et donc c'est à partir du 19e siècle qu'on a vu des élevages laitiers s'implanter en Seine-et-Marne. Et comme à l'époque, la Seine-et-Marne était une région où il y avait peu d'élevage, il n'y avait pas du tout d'entreprise de collecte de lait. Et donc tous les agriculteurs qui avaient des vaches fabriquaient du brie à la ferme. Voilà. Et donc, enfin, on fait de l'histoire ancienne, mais c'est quand même une chose. Donc toutes les exploitations avaient une troupe de moutons, une troupe de vaches et une fromagerie. Voilà. Donc au fil des années, les fromageries ont disparu. De plus en plus, avec l'arrivée des engrais chimiques, il n'y a plus besoin d'avoir de fumier pour faire pousser des plantes végétales. Donc on a largement arrêté de faire de l'élevage. Il n'est resté que très peu d'éleveurs. Pour ma part, moi je suis né donc, dans une exploitation de polyculture élevage. Mes parents, dans un premier temps, donc, ont pris l'exploitation de mes grands-parents qui faisait 40 hectares. Ils ont très vite repris un peu de terre, mais ils ont toujours gardé l'élevage, d'autant que dès le départ, moi je ne me voyais pas autre chose qu'éleveur. C'est-à-dire même dans zone céréalière, la seule chose qui me motivait, en fait, je suis revenu sur mon exploitation parce qu'il y avait de l'élevage, pas parce qu'il y avait des terres. Je trouve ça un peu ennuyant de faire pousser du blé, je trouve que c'est lent et ça change jamais. Alors qu'avec les vaches, c'est pas lent, ça change tout le temps, ce qui fait qu'on est tout le temps occupé à gérer les problèmes des animaux. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, la vie a été telle. Je suis allé faire mes études un peu loin de chez moi, dans le Puy-de-Dôme. J'ai fait des stages dans une exploitation qui produisait du fromage dans le Puy-de-Dôme. Ça m'a un peu, ça m'a donné une idée et donc je suis revenu sur mon exploitation, sur l'exploitation de mes parents. On a décidé d'augmenter la quantité de lait produite
Et c'était une époque où il y avait des quotas laitiers, on ne pouvait pas augmenter les quantités produites parce qu'on n'avait pas de quotas. Et la seule moyen d'avoir des quotas, c'était de faire de la transformation et de la vente directe. Et donc en 1993, 2 ans après mon installation, on a créé sur l'exploitation une fromagerie pour transformer une partie de notre lait, faire de la valeur ajoutée et pouvoir augmenter le troupeau laitier. Alors le troupeau laitier n'a pas cessé d'augmenter. Moi quand je suis arrivé sur l'exploitation, il y avait 18 vaches. Et puis de façon un peu régulière, on a augmenté au fur et à mesure qu'on avait des débouchés pour le lait, pour la vente directe, et un peu les quotas qui s'étaient un peu relâchés sur la fin, parce qu'il y avait quand même dans notre région beaucoup de cessations laitières. Donc pour vous dire que la déprise laitière n'est pas une nouveauté, alors on la découvre aujourd'hui dans certaines régions qui sont restées des régions d'élevage importantes. Chez nous, la déprise laitière est quelque chose de très très important. À la mise en place des quotas en Seine-et-Marne, il y avait 680 producteurs de lait. En 1998, il en restait 190 et aujourd'hui il en reste 36. C'est pour vous dire que c'est quand même... Il y a eu une très lente déprise, mais aujourd'hui on est arrivé à un point où au niveau de la filière laitière, ça pose des problèmes. On a du mal à avoir des services d'élevage qui soient rentables. On n'arrive pas à payer les contrôleurs laitiers. Ça pose quand même beaucoup de difficultés. Le fait de la déprise est quand même très inquiétant. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle problématique qui se pose. On est dans une zone d'appellation. Donc le lait doit provenir de la zone. On fabrique dans notre région du brie de Melun et du brie de Meaux et du brie à Savarin. On a, sur un département aussi peu laitier que la Seine-et-Marne, on a 2 appellations d'origine contrôlée et une IGP. Ce qui pourrait paraître énorme, mais ça n'a pas empêché la disparition des élevages. Et aujourd'hui, les entreprises qui font de la transformation se posent véritablement la question de la disponibilité de la matière première pour continuer à produire nos appellations. C'est une vraie problématique qu'on entend de plus en plus. Alors, ils se sont aperçus un peu tard qu'il y avait une grosse déprise parce que les producteurs étaient trop mal payés. Et chez nous, on a inversé la tendance il y a 4 ans à peu près, où on est passé sur des prix plus importants, mais je pense que le mal était fait et que la motivation des jeunes pour revenir sur l'exploitation était déjà perdue. Aujourd'hui, on commence à sentir que les jeunes qui restent trouvent un intérêt économique à fonctionner avec un prix, on est sur un prix du lait, un prix de base qui est aux alentours de 500 €. Donc avec les valorisations matière grasse, matière protéique, on a du lait qui dans les exploitations, mais on arrive à arriver à 530 €, 535 €, donc on arrive à des seuils de rentabilité qui sont intéressants. Des études très loin, j'ai appris à faire du fromage, mais j'ai aussi rencontré mon épouse, qui était une pure citadine. Mon épouse est stéphanoise, donc même si elle avait des origines agricoles, elle n'était pas du tout du milieu agricole. Et donc elle est revenue avec moi et on a décidé de faire notre vie ensemble, au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel. Et donc on a passé toute notre vie à travailler ensemble. C'est pas une chose toujours facile, mais d'un autre côté, ça permet d'avoir une vraie vie de famille importante. Ça n'a pas pour autant motivé mes enfants, nos enfants, à reprendre l'exploitation. On a 3 enfants. Un garçon aîné et des jumeaux, garçons et filles, en deuxième. Il y en a, sur les 3, il y en a un qui n'a jamais eu, l'aîné n'a jamais eu du tout la fibre agricole, donc voilà, il était passionné de voiture et il a 36 ans maintenant et il est toujours passionné de voiture, il n'y a que ça qui l'intéresse, les vieilles voitures, les voitures anciennes. Il en a fait sa vie et donc ça a très bien fonctionné. Et puis les 2 autres, il y en a un qui était prêt à rentrer dans l'agriculture. Et puis sur notre fromagerie, on a eu des très gros problèmes sanitaires. Et c'était au moment où il a choisi son orientation professionnelle et je pense que ça l'a dégoûté de pouvoir continuer. Voilà. Donc nous, malgré tout, on a eu des difficultés, on a fonctionné, donc on a eu cette difficulté sanitaire. On a très bien fonctionné pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu personnellement pas mal de problèmes de santé. Donc on a décidé de céder la partie fromagère parce que c'était vraiment trop. On était arrivé à 9 salariés sur l'exploitation, dont 5 dans la fromagerie. On faisait toute la fabrication, l'affinage, la commercialisation. Enfin voilà.
si les années précédentes, j'aurais été présent au salon du fromage un peu plus haut. Voilà, c'était une autre activité, une autre vie, beaucoup de travail. Et donc on a décidé d'arrêter notre système notre vente directe et notre transformation à la ferme. On a cédé à un artisan que je connaissais par ailleurs, et donc et qui a arrêté l'activité l'an dernier quand moi j'ai arrêté d'être agriculteur. On a eu une très grosse difficulté à céder l'exploitation parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en même temps que le troupeau grandissait, la surface grandissait aussi. Et qu'au moment de céder l'exploitation, on avait une exploitation de 250 hectares de polyculture, plus 100 vaches laitières, et qu'on avait un capital d'exploitation d'un peu plus de 2 millions à céder, sans mettre le foncier dedans. Et donc c'était assez compliqué. On a décidé d'arrêter il y a 5 ans et on a cédé il y a 2 ans. On a mis 3 ans à trouver nos repreneurs, à trouver les gens qui allaient réussir à monter le système pour reprendre l'exploitation. Chez nous, vous avez compris, moi, mes plus proches voisins laitiers, ils sont à 7 km. Il n'y a pas de jeunes qui sont à la recherche d'exploitation laitière. J'ai vu des jeunes qui venaient d'autres régions. J'ai rencontré des jeunes de Bretagne, de Bourgogne, d'Alsace, du Nord, qui sont venus chez nous pour voir parce qu'ils trouvaient que l'exploitation avait une structure intéressante. Ils sont venus et puis en fait ils se sont dit je sais qu'à côté de chez moi, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai plein de voisins qui vont arrêter. Et donc ils n'ont pas fait ce qu'ont fait mes grands-parents, ils ne se sont pas expatriés, ils sont restés auprès de leur clocher. Et donc j'ai vu beaucoup de jeunes, mais j'ai pas eu de déclic. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un céréalier qui avait une autre vision, qui avait déjà changé sa vision de céréalier dans le fait qu'il avait monté un méthaniseur, qu'il avait compris que la polyculture avait du sens avec des effluents. Alors là, c'était des effluents de méthaniseur, mais les effluents d'élevage, c'est pareil, et qui se disait très intéressé par le système d'avoir une exploitation laitière couplée avec une exploitation céréalière. Mais il n'avait jamais croisé une vache dans sa vie. Il ne savait pas comment ça fonctionnait. Il a 38 ans, alors il est encore jeune agriculteur, mais presque plus. Et donc il ne se voyait pas du tout reprendre l'exploitation laitière. Et à ce moment-là, il m'a dit moi je veux bien reprendre la ferme, je veux bien tout reprendre, les vaches avec, mais il faut que tu me trouves un éleveur laitier. J'avais mis des annonces en France, puis j'avais mis des annonces auprès d'une agence qui est située aux Pays-Bas. Et j'ai eu la visite de plusieurs éleveurs des Pays-Bas, dont un jeune qui était venu me voir, qui avait été enthousiasmé par l'exploitation, avec qui on s'est tout de suite entendu, et qui était très intéressé, mais qui ne voulait absolument pas s'occuper de grande culture, parce que ça ne l'intéressait pas. La seule chose qu'il aime, c'est les vaches. Donc il ne voulait pas avoir la structure de grande culture, il ne voulait que les vaches. Et en fait, il n'avait pas tout à fait les moyens de reprendre l'exploitation globale avec les grandes cultures. Donc j'ai fait l'entremetteur, j'ai réussi à marier mon jeune Hollandais avec mon céréalier de l'Aube. Et depuis 1 an maintenant, ils ont repris l'exploitation en créant une structure juridique compliquée où il y a 2 SCEA, une SCEA de polyculture, une SCEA d'élevage. Ces 2 SCEA ont un groupement d'employeurs en commun pour avoir des salariés qui puissent passer de l'un à l'autre. Les terres ont été mises dans un système d'assolement en commun qui regroupe à la fois mon exploitation et l'exploitation qu'avait le céréalier dans l'Aube. Et donc tout ça a été regroupé, le tout est chapeauté par une holding. Voilà, on est dans une nouvelle forme d'agriculture. C'est plus véritablement de l'agriculture familiale, mais malgré tout, c'est quand même des agriculteurs qui sont à la tête de l'exploitation et qui croient dans leur métier. Alors le jeune Hollandais, pour revenir à ça, il a à peu près votre âge. Il est arrivé chez moi, il n'avait pas 24 ans, il avait 23 ans et demi. Il est parti de chez lui, tout seul, sans famille. Il est arrivé le 28 février l'an dernier. Et pendant 4 mois, on a parlé, pendant 4 mois, il a été mon salarié. Pendant 1 mois et demi, on a parlé entre nous avec notre portable et Google Traduct.
Ils ne parlaient pas un mot de français. Donc il y a des gens encore qui sont motivés et qui ont le punch pour le faire. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai réussi à céder mon exploitation. Alors c'est un modèle un peu particulier, hein, mais comme quoi, en y mettant de la bonne volonté, on y arrive quand même, parce qu'autrement, il y avait un truc qui était très facile pour moi, c'était de céder mon exploitation à mes voisins céréaliers. J'aurais cédé en moins d'un mois, je pense. J'ai eu plein de voisins qui sont venus me voir en me disant « tu mets les vaches dans un camion et puis nous on reprend le reste ». J'aurais vendu les vaches de l'un côté et j'aurais cédé le reste, peut-être même plus cher que ce que je l'ai cédé aujourd'hui à mes repreneurs. Voilà. Donc ça c'était bon. Maintenant, si vous avez des questions à me poser,